Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce panel à l'occasion de la commémoration du 4e anniversaire de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 au Burkina Faso. En effet, il y a 4 ans, le peuple burkinabé se soulevait contre Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans et qui souhaitait encore s'offrir un nouveau bail en dépit des mandats épuisés qu'il a exercés au sommet de l'État burkinabé. Une insurrection populaire s'en est suivie alors, réprimée dans le sang avec près d'une trentaine de morts et plus de 300 blessés. Depuis lors, se sont succédés un régime transitoire au Burkina Faso et aujourd'hui un pouvoir issu d'élections organisées à l'issue de la transition. L'insurrection populaire a donc consacré une nouvelle ère dans la gouvernance au Burkina Faso. Alors, 4 ans après, que reste-t-il de l'esprit de l'insurrection? Où en est-il de la gouvernance? Qu'en est-il de la gouvernance politique et sociale de cette période post-insurrectionnelle et de son niveau de satisfaction? C'est le sujet de votre émission spéciale de ce soir. Et pour en parler, nous sommes avec Bendi Oba, représentant la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Et troisième invité à ce débat, Yaya Karambiri, chargé de mission auprès du haut représentant du président du Faso. Bonsoir. Bonsoir, M. Kino. Merci d'être venu. Et enfin, quatrième invité à ce débat, Serge Bambara Smoké, représentant le Balai citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous et merci d'être venus pour les échanges. Je précise que le CEFOP, le chef de file de l'opposition politique au Burkina, a été invité à ce débat, mais comme vous le constatez, il brille par son absence. Et pour cette émission, on va donc revenir très rapidement sur ce qui a poussé le peuple burkinabé à se révolter en fin octobre 2014 avant d'insister sur ce qu'on appelle l'esprit de l'insurrection et de préciser les acquis qu'on peut préserver de cet esprit. Alors, je commence avec vous, professeur Luc Marius Ibriga. Il est vrai que le facteur déclencheur de l'insurrection populaire d'octobre 2014, c'était la non-modification de l'article 37 qui allait permettre à Blaise Compaoré de s'éterniser au pouvoir. Mais au-delà, est-ce que ce n'est pas un ras-le-bol de la gouvernance de 27 ans de pouvoir qui, certainement, a poussé le peuple dans la rue un certain 30 octobre? Oui, je suis d'accord avec vous que nous sommes dans cette logique, dans la mesure où, si vous regardez l'histoire politique du Burkina Faso, depuis 2008 en venant, c'est une succession d'éruptions que l'on constate. Quand vous prenez la crise de Koundé, vous prenez la crise de la vie chère, ensuite vous avez un certain nombre d'événements qui surviennent avec la naissance de structures qui réclament l'alternance, et de plus en plus dans le discours politique, il est question de démocrature et non pas de démocratie. Ça montre véritablement un ras-le-bol par rapport à une gestion qui donne les apparences d'une démocratie, mais qui en réalité est un pouvoir qui a les ressorts de la dictature. Et c'est ça qui a été rejeté. L'article 37 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans la mesure où, quand vous regardez la question de l'article 37, elle s'est liée avec la question du Sénat, mais le comble de ce régime, c'est que lui-même avait donné les fouets pour qu'on le fouette, puisqu'il avait déjà donné l'argumentation pour dire qu'on n'avait pas besoin d'une deuxième chambre et que le président avait donné sa parole pour ne plus aller vers un autre mandat. Donc, tout cela, l'absence d'alternance, parce que dans la sous-région, le Burkina était le seul qui n'avait pas connu d'alternance, et le fait que dans la vie de tous les jours, les Burkinabés se demandaient ce qu'il y avait dans leur assiette. Or, vous savez bien que c'est un principe inéluctable. Quand dans une société, vous avez une minorité de possédants qui, à un moment donné, deviennent bêtes par leur comportement, et une majorité de personnes qui triment, mais inéluctablement, vous allez vers l'insurrection ou la révolution. Ça, c'est inéluctable.
D'où la nécessité d'avoir une bonne classe moyenne pour pouvoir permettre de stabiliser le système. Oui, Bendi Ouba, au niveau de la majorité, quelle est votre analyse de cette période avant l'insurrection et de la période même de l'insurrection? Est-ce que vous êtes d'avis avec le professeur Ibriga que c'est un ras-le-bol général qui remonte à une décennie d'avant, avant certainement le déclencheur qui est la non-modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé? D'abord, je vous félicite de commémorer cette insurrection, qui est un événement politique très important pour notre pays. Moi, je retiens, en ce qui concerne l'histoire politique de notre pays, 3 dates importantes. Il y a d'abord l'insurrection du 3 janvier 1966, qui est une insurrection d'alerte. On parle de soulèvement populaire. C'est une insurrection. Ça, c'est mon point de vue, c'est ma lecture. Puis, il y a la révolution d'août 83, qui est une révolution identitaire. Et puis, il y a l'insurrection d'octobre, qui est une insurrection de rupture. Comme il a dit, c'est un besoin de rupture pour installer l'état de droit. Donc la révolte est inscrite dans l'ADN du Burkinabé. Ce n'est pas une révolte, non, le refus d'être conduit comme un bétail à l'abattoir. Donc l'insurrection d'octobre, c'est la quête de la démocratie, c'est la quête de l'état de droit. Au niveau du parti majoritaire, nous, notre insurrection a commencé le 12 décembre 2013. Dès que le président du Faso, à l'époque, a déclaré de façon explicite qu'il allait procéder à la modification de l'article 37, ça a déclenché, nous, notre désengagement, parce que nous avons eu la confirmation que le président, la confirmation de la monopolisation du pouvoir et de la patrimonialisation du pouvoir. Et c'est ce jour que nous avons pris la décision de quitter le CDP. Et les décisions, ça s'est matérialisé par les 4 et 5 janvier. Le 4 d'abord par la démission de Salif, de feu Salif Diallo, de Rochma Christian Kaboré et de Simon Komporé. Puis le 5 par la démission des autres 75 membres du bureau politique national pour former le MPP. Notre insurrection a commencé à cette période. Parce que nous n'étions plus d'accord. On n'est pas d'accord avec le chemin qui était pris par le président du Faso à l'époque. Et il faut féliciter vraiment la jeunesse burkinabé. Parce que c'est à cette occasion que nous avons vu que le peuple est toujours souverain. Le peuple est toujours souverain et il faut écouter le peuple. Ça, c'est extrêmement important. Peut-être qu'on reviendra sur ces aspects-là. Tout à fait. Voilà. Oui, et se moquer Serge Bambara, et vous avez estimé, je dois préciser que le ballet citoyen, c'est un mouvement de la société civile, et au niveau de la société civile, vous n'êtes pas politique, et vous estimez que avec ce ras-le-bol, avec ces aspirations de la jeunesse burkinabé, il faut un ballet pour ramasser tout cela et avoir un nouvel ordre. Déjà, avant de commencer, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de nos camarades victimes, aussi bien les blessés que ceux qui sont malheureusement partis. Maintenant, vous dites que le ballet citoyen est un mouvement de la société civile qui n'est pas politique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact, parce que nous assumons cet aspect politique du mouvement. Nous ne sommes pas partie intégrante de l'exécutif. Nous ne souhaitons pas être présents dans l'exécutif, mais nous avons une pensée politique, une idéologie politique, des actes politiques, parce que comme disait Sankara, la solution est politique, le problème est politique, alors il faut y répondre. Et donc effectivement, pour nous, le ballet c'était un moyen pour nous, c'était un symbole fort pour permettre d'en finir avec cette lassitude, avec cette corruption rampante, cette gabégie, ces crimes économiques et de sang. C'est le régime le plus sanguinaire de toute l'histoire du Burkina Faso, faut-il le rappeler. Donc 27 ans de dictature, de dictat, ça laisse des traces. Et lorsque vous entendiez les jeunes, même à l'époque, qui s'exprimaient, qu'est-ce qu'ils disaient la plupart du temps? On est fatigué. Donc il y avait cette lassitude. Et il y a des jeunes qui disaient que depuis qu'ils sont nés, ils ont toujours connu un seul président, il s'appelle Blaise Compaoré. Beaucoup n'ont pas connu Sankara, qui n'a fait que 4 ans d'exercice du pouvoir. Et donc il y avait effectivement cette envie-là
d'en finir avec cette impunité rampante-là. Et puis bon, nous, de notre côté, on a essayé de s'organiser, d'utiliser aussi un peu les quelques réseaux que nous avions grâce à un petit accès au public, parce que nous étions dans le milieu culturel, d'utiliser aussi notre détermination, mais de l'organiser au sein d'un mouvement qui se veut pacifique, qui utilise des moyens légaux du système dit démocratique. Je dis dit démocratique parce qu'il y a encore des choses à calibrer, mais nous utilisons en tout cas les moyens légaux que la Constitution nous permet d'utiliser pour essayer de combattre toute oppression et toute mauvaise gouvernance. Voilà, et à l'époque, qu'est-ce qui vous avait certainement horripilé dans la gestion de 27 ans de pouvoir? Est-ce que c'est seulement la non-modification ou la jeunesse qui compose la majorité de vos militants a soif de liberté? Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une seule raison. Il y a une multitude de raisons. C'est un ensemble de raisons, micro et macro, y compris au cours de l'histoire, parce qu'il y a eu des gens qui ont lutté bien avant, qui ont déposé des bases, des grands frères ont déposé des bases. C'est cet ensemble de raisons à un moment donné qui fait que la marmite devient pleine. Et moi, à mon niveau, je peux dire que moi, je ne supporte pas ce régime depuis 87. C'est-à-dire depuis le début, depuis qu'il s'est installé même, j'avais des raisons en moi légitimes de m'y opposer parce qu'il est arrivé par le sang. Il est arrivé par le sang et par la traîtrise surtout. Ça fait encore plus mal quand on est burkinabé. À l'époque, avant la révolution, on était voltaïque, mais même sous la haute volta, la réputation du voltaïque comme du burkinabé a toujours été que c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui s'affiche et qui s'assume. Alors, lorsque vous avez ce gouvernement qui est arrivé là de cette mauvaise manière, là, ne pouvait qu'un jour finir par être combattu par le peuple. Et mieux valait que ça se fasse beaucoup plus tôt. Donc les jeunes, effectivement, en dehors des aspects économiques, le grand frère a parlé d'une minorité qui gaspillait. Et malheureusement, de nos jours, on constate que les méthodes n'ont pas complètement changé. Mais cette minorité qui gaspille, face à côté d'une majorité qui souffre le martyre, Thomas Sankara disait ce pays est un concentré des malheurs de tous les peuples, une synthèse douloureuse des souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances en notre lutte. Donc ce pays qui a toujours d'une certaine façon souffert, qui est un des pays les plus pauvres du monde, a quand même une histoire de dignité, de fierté qu'on ne peut lui enlever. Et à un moment donné, effectivement, ça va partir parce que les gens sont ce qu'ils sont. Mais la goutte fait déborder le vase. Et nous faisions tout même pour que cette goutte-là tombe. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi elle n'est pas tombée depuis. Elle aurait dû tomber depuis 1998, après l'assassinat de Norbert. Mais je crois que le gouvernement tirait la goutte. Et à un moment donné, elle était tellement grosse qu'elle a chuté. Oui. Et Yaya Karambiri, votre lecture de cette période? Je crois que, étant la dernière personne qui prend la parole, je voudrais à la suite de mes trois prédécesseurs remercier la RTB parce que c'est une émission qui nous permet de nous replonger dans notre passé et pour savoir réorienter le futur. C'est très important. Et également, à la suite de Smoke, penser à ses camarades jeunes comme moi qui sont tombés sous les balles assassines d'un régime qui n'a pas voulu entendre l'expression de son peuple. Je voudrais, à la suite du procès Ipriga, dire que les raisons fondamentales qui nous ont conduits à cette insurrection des 30 et 31 octobre sont... il y a des causes immédiates, mais il y a également des causes lointaines. Par ailleurs, il y a également des causes, des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Parlant des facteurs exogènes, il avait parlé de la gestion, de l'alternance qu'il y avait autour du Burkina Faso dans les pays limitrophes. Au Niger, en 2009, avec Tandja, on a senti que les Nigériens voulaient le changement. Au Mali, à côté de nous, on sentait qu'effectivement, ils étaient dans le respect de la légalité constitutionnelle, etc., etc. Au Ghana, on n'en parle pas. Mais chez nous, nous sommes nés sous Blaise Compaoré. On a connu que Blaise Compaoré, à un moment donné, il y avait l'exaspération. Parlant des causes lointaines, il y a Thomas Sankara, l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons vu les textes de Thomas Sankara par cœur et nous voulions véritablement un changement et revenir à l'intégrité, puisque nous n'avons pas connu cette période-là. Il y a également l'assassinat de Norbert Zongo, David Ouedraogo. Il y a que Blaise
Compaoré et son régime ont porté atteinte aux autorités morales du Burkina Faso. Pour mettre fin à la crise de Nobel Zongo, il y a eu un collège des sages qui a fait des recommandations en vue de reconduire le Burkina Faso. Et que seulement plus de 10 ans après, Blaise Compaoré remettre en cause les recommandations de ce collège des sages-là, qui a composé toutes les autorités morales de ce pays. Pour nous, c'est une atteinte grave. Voilà un peu, de manière ramassée, les facteurs qui ont conduit à l'exaspération, les facteurs qui ont conduit à ce que la dernière goutte d'eau fasse déborder le vase et qu'il y a eu cette insurrection. Oui. Donc, professeur Ibriga, on peut dire que l'indignation est chevillée au corps burkinabé et qu'on peut épiloguer à souhait sur un esprit insurrectionnel qui habite le burkinabé. Un esprit insurrectionnel n'est pas permanent. Au contraire, quand vous regardez le peuple burkinabé, vous avez l'impression que vous pouvez lui faire avaler toutes les couleuvres du monde. Parce qu'il prend patience de vous voir arriver. Cela est arrivé en 1966 avec Maurice Yamugo. Et quand vous faites le parallèle entre les deux insurrections, vous vous rendez compte que c'est l'entêtement de ceux-là qui sont au pouvoir qui ont conduit à ce que, une fois que le Rubicon est franchi, il n'est plus question de revenir en arrière. Parce que Blaise Compaoré a eu toutes les alertes du monde pour lui dire il ne faut pas passer le pas. Il l'a fait. Au moment où il disait qu'il voulait revenir en arrière, il a dit qu'il n'est pas possible. La même manière que Maurice Yamugo qui avait dit Kana c'est là, Kana Kavigri. Mais au moment où il a compris qu'il allait perdre son pouvoir, il a voulu faire machine arrière, on lui a dit il n'est plus question. Donc c'est pour vous dire que ce peuple-là est un peuple fier et digne. Et c'est cette fierté et cette dignité qui fait qu'on n'accepte pas l'humiliation. Or, l'abêtissement dans lequel on voulait nous amener ne pouvait pas être accepté par la majorité, d'autant plus que ça a été des entourloupes à foison. Quand on prend le collège des sages, beaucoup y ont cru. Et on a utilisé ça, on a instrumentalisé cela pour rester au pouvoir. On prend le CCRP. Également, on dit, bon, tout ce qui n'est pas consensuel, on ne touche pas. Et puis, à la fin, on dit, non, même si ce n'est pas consensuel, demain, on peut encore... Donc, ces entourloupes-là, pour prendre un peuple comme s'il était un peuple niais, a conduit à une exaspération. Et si la lecture de l'évolution sociale avait permis à Blaise Compaoré d'être conscient, il aurait vu que l'éruption allait de plus en plus fort au fur et à mesure que l'on approchait de cette révision de l'article 37. Et donc, ça veut dire que c'est un peuple qui refuse de se soumettre face à des dirigeants qui, bien qu'ils les aient adulés, à un moment donné, se rend compte que ces dirigeants-là ne font plus son affaire et ils doivent partir. C'est le cas de Maurice Yamugo, élu avec 98 ou je ne sais pas, 99,99%. Ce qu'on avait appelé à l'époque les scores alignés. Voilà, et qui a été balayé. Parce que ce peuple ne pouvait pas accepter qu'un président aille en voyage de noces, claque l'argent de la République pour venir ensuite dire au peuple de se serrer la ceinture parce que lui, il a utilisé l'argent public. De la même manière, quand on regardait dans les derniers temps comment le comportement de ces personnes vis-à-vis du peuple, par rapport à ces gens et ces expressions qui avaient cours dans le pays, les moraux puissants et autres, mais il faut comprendre qu'il y a une exaspération qui a commencé avec les mouvements contre la vie chère et qui est parti en touchant de plus en plus de populations parce que plus de personnes se sentaient pris dans la nasse
Parce qu'au début, on disait que c'était ceux-là qui étaient aigris, qui parlaient. Et puis après, on a vu que cela allait en semblant. Et même à l'intérieur, on a vu qu'il a fallu que ça craque. Et comme l'a dit Norbert Zongo à l'époque, c'est de l'intérieur que le régime Compaoré allait connaître sa fin, parce que à trop tirer sur la ficelle, elle se casse. Et là, il n'était plus question d'un retour en arrière. Oui, Smoké, 4 ans après, un nouveau régime est en place, sorti des élections démocratiques. Mais est-ce qu'on peut dire que les espoirs de la jeunesse qui était dans la rue les 30 et 31 octobre sont en train d'être satisfaits? Est-ce que c'est des espoirs qui sont en train d'être comblés? Bon, je crois qu'on est loin de ce que le peuple insurgé espérait. Je crois qu'il faut travailler justement à faire en sorte que ce gouvernement-là ne puisse trahir les aspirations de ce peuple. Pour l'instant, il y a plusieurs domaines dans lesquels qu'on pourrait critiquer. On pourrait parler peut-être des acquis. C'est vrai, ces acquis qui ont été apportés par l'insurrection. Pour rester objectif, ils existent, ils sont nombreux. À commencer d'abord par comment dirais-je, l'insurrection elle-même qui a fait prendre conscience au peuple que uni et combatif et déterminé, il pouvait réussir à se libérer de n'importe quel dictat. Donc ça aussi, c'est important. C'était important pour cette jeunesse de se dire quelque part, on peut réussir à s'opposer à une oppression. Parce que pendant 27 ans, on avait fini par croire que ce n'était plus possible. Ensuite, effectivement, il y a la fameuse dissolution du régiment de terreur qui faisait peur à tout le monde. Si on est un minimum conséquent avec soi-même, on doit reconnaître que c'est quand même une bonne chose. Et puis, il y a aussi toute une série de lois aujourd'hui qui, je pense, qui devraient être appliquées. Malheureusement, c'est le cas. Ce n'est pas toujours le cas, je veux dire. Eh bien, des lois, des réformes du code minier, la séparation du judiciaire et de l'exécutif, etc., etc. La fameuse loi sur les pupilles de la nation qu'on pourrait peut-être améliorer, mais surtout pas, parce que ce sont ces acquis qu'on doit conserver. Hein, la loi sur le clientélisme contre la corruption et sur le délit d'apparence, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on constate derrière? On constate que, par exemple, si on prend cette loi sur le délit d'apparence, elle existe, mais est-ce qu'elle est appliquée? Je ne me souviens pas avoir déjà entendu qu'une autorité quelconque ou un citoyen burkinabé a été arrêté sur la base, ou jugé ou entendu sur la base de cette loi. Donc finalement, on a des lois qui existent et qui ne sont pas réellement mises en application. C'est la même chose pour la justice. Si aujourd'hui la justice est indépendante, ça veut dire qu'elle doit pouvoir exercer ce droit à la justice jusqu'au bout. Et on attend sans fin les résultats des dossiers. C'est déjà une bonne chose que ces dossiers aient pu être ouverts. Ils n'auraient pas été sans l'insurrection du 30 et 31 octobre. Ils l'ont été, mais maintenant il faut aller plus loin. Il faut montrer que quelque part, il y a un vrai courage politique, il y a une autorité dans ce pays, respectable et respectée, et au service de son peuple, à l'écoute de son peuple. Les questions d'insécurité, vous savez comme moi aujourd'hui qu'elles sont primordiales. J'entendais une autorité dire, je ne sais plus c'est où, dans un journal, qu'il y a plusieurs priorités. Non, il ne peut pas y avoir plusieurs priorités. En français facile, une priorité, elle est une. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons fait même des propositions en ce sens au niveau du ballet citoyen, puisque nous avons proposé de réaffecter, de surseoir au référendum et de réaffecter ces fonds-là au soutien des FDS. C'est aussi une proposition. Ça veut dire qu'on ne combat pas uniquement les décisions du gouvernement, mais on essaie objectivement aussi de trouver des solutions qui pourraient permettre au peuple insurgé de se rassurer sur les objectifs de la gouvernance actuelle. Donc pour vous, on est loin du compte? Ah non, au niveau de certaines questions économiques, sécuritaires, etc., on est vraiment loin du compte. Sur des questions de justice aussi, pour l'instant, on attend de voir la suite, on attend impatiemment. On espère bien, par exemple, que pour le procès du putsch, avant décembre, on pourra pouvoir s'asseoir sur quelque chose, sur un début de jugement, de verdict. Hein. Et voilà, on attend de voir la suite. Mais il faut dire que... Il y a le procès sur l'insurrection également. Ben oui, il y a toute une série de procès. Je ne suis pas au gouvernement, nous ne sommes pas au gouvernement. Nous estimons que ça peut être facile de dire et plus difficile à faire. Mais dans la réalité, il faut bien admettre que cela fait presque 3 ans
que ça dure et que vous conviendrez avec moi qu'avec tous les autres dossiers qui doivent passer par derrière, c'est compliqué de croire réellement que ce gouvernement a envie d'aller jusqu'au bout. Bendi Boba, réaction, le pouvoir que vous dirigez aujourd'hui n'arrive pas à combler les attentes et les espoirs du peuple insurgé. Non, je pense que c'est exagéré que de dire ça. L'insurrection a eu des acquis, et ça, il faut commencer par ça. L'un des acquis, c'est le fait que ça a permis d'élever le niveau de veille démocratique et le niveau de veille de la gouvernance. C'est extrêmement important de commencer par là. C'est pour ça que tout ce qu'il dit, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un bon niveau de veille. Ça, c'est extrêmement important. Mais maintenant, il faut que les uns et les autres fassent la part des choses. Il y a si nous étions dans un état d'exception, si on n'est pas dans un état de droit, parce que l'état de droit a ses règles, a ses mécanismes qui sont, c'est vrai, c'est lent. Mais c'est l'état de droit qui veut ça. Regardez, voyez par exemple le temps qui a été mis au niveau du procès du coup d'État pour même arriver d'abord, pour arriver à commencer à interroger les gens au début. Vous voyez tout le temps que ça a pris. Mais on aurait été dans un état où on veut que la justice aille très rapidement, comme on l'a fait au TPR. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne transige pas. Mais nous voulons un état de droit. L'état de droit a un agenda. La justice, dans un état de droit, a un agenda qu'il faut respecter. Sinon, ce sera de l'autorité. Or, nous ne sommes pas dans un régime d'autorité, nous ne sommes pas dans un régime autoritaire, nous ne sommes pas dans un régime révolutionnaire. Nous sommes dans un régime où il y a un état de droit, où les droits des personnes, même ceux qui sont accusés, ont le droit à la protection. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Bendi Boba, que le bas peuple comprend ce que vous êtes en train de développer? Mais on a le devoir justement de leur expliquer. Vous savez, c'est un pays où nous avons connu des TPR. On vous amène à la barre, on vous dit, bon, on dit que vous avez fait ça et ça et ça, expliquez-vous. Et puis on attend. Et on condamne après. Mais ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas de la justice. Donc il faut qu'on respecte les règles de l'état de droit. Je ne crois pas que ce soit de l'avantage du gouvernement de faire traîner des dossiers. Mais les procédures sont là. Quand déjà, au niveau de la SCE, il y a des audits qui sont faits, des enquêtes qui sont faites, puis qui sont remis, les résultats de ces enquêtes sont remis à la justice, qui doit maintenant faire son boulot. Mais nous voulons une société, un état de droit où la justice est indépendante de l'exécutif. Mais en même temps, on veut que l'exécutif se mêle des problèmes de justice pour dire, bon, faites avancer les choses, etc., etc., etc. C'est là qu'il y a tout le problème. Et la démocratie, on doit la construire ensemble. La même manière que l'insurrection, nous l'avons réussi ensemble. La démocratie, on doit la construire ensemble avec ses apesanteurs. Mais c'est l'état de droit qui existe là. La démocratie, l'état de droit, la démocratie a ce que moi j'appelle des effets secondaires. Voilà. Yaya Karabiri. Et par rapport à ces attentes, 4 ans après, on a comme l'impression qu'il n'y a pas une connexion entre la base et le sommet. Bendi Boba le disait tantôt, la gouvernance a ses règles, la démocratie a ses règles, la justice a ses règles, mais quand vous allez à Karpala ou à Djikofé, les gens ont des préoccupations. Okay. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je souscris également à ce que M. Bendi vient de dire, parce que 4 ans après, le bilan n'est pas du tout vierge. Depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a certains acquis de cette insurrection-là qui se sont dégagés. Il y a notamment les libertés individuelles. Aujourd'hui, les citoyens burkinabés arrivent à s'exprimer librement, sans avoir crainte de la formule qui faisait rage à une époque dans ce pays-là. Si tu fais, on te fait, et puis il n'y a rien.
Aujourd'hui, grâce à l'insurrection, cette formule a disparu et aujourd'hui c'est un acquis. Les gens s'expriment librement, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne devient pas aussi peut-être un handicap dans la mesure où l'incivisme prend aussi de l'ampleur? Justement, j'allais en arriver parce que trop de liberté aujourd'hui est en train de tuer la liberté, à telle enseigne que les gens s'expriment vis-à-vis de l'autorité de manière incivique. Je crois qu'on va arriver, lorsque certainement vous allez nous demander des propositions, à ce que chacun puisse travailler à ce que cette liberté ne devienne pas un libertinage. L'autre chose, depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, les premières mesures nécessaires pour que la population de Djikoufé notamment se sente concernée par la gouvernance post-insurrectionnelle, ce sont des mesures sociales. Aujourd'hui, vous avez des programmes, notamment de gratuité des soins, qui bénéficient à des milliers de familles, sinon des millions de familles burkinabées, qui n'arrivaient pas à gérer dans les centres de santé les premières ordonnances. Cette mesure de gratuité-là, elle est salvatrice. Il y a la question de la justice. C'est moi qui a parlé tout à l'heure d'indépendance de la justice. Je crois qu'il y a eu une réflexion en 2015 sur la transition qui a abouti à la signature d'un pacte, le pacte national sur le renouveau de la justice. Ce pacte-là prévoit en effet la séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Du coup, la déconnexion du président du Faso de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, on pourra dire que c'est un acquis, non seulement dans la pratique, mais aussi dans le projet de constitution de la Ve République. Mais, je crois que le professeur pourra revenir là-dessus, cette séparation-là, elle ne peut pas être une séparation rigide, où les deux pouvoirs n'arrivent pas à se communiquer. Il y a des questions notamment sur lesquelles il faut que les deux pouvoirs arrivent à communiquer, puisque dans un regard international, c'est le pouvoir exécutif qui est vu. Le pouvoir judiciaire, c'est beaucoup plus à l'interne. Donc, la séparation des pouvoirs ne veut pas dire pas de collaboration des pouvoirs. Il faut qu'il y ait collaboration des pouvoirs. À titre d'exemple, lorsque le président français est venu à Ouagadougou l'année dernière, sur la question du dossier Norbert Zongo, il a pris l'engagement, lorsqu'il sera reparti en France, de faire en sorte que le dossier-là soit poursuivi pour voir l'extradition, les possibilités de l'extradition du sieur François Compaoré. Il représente l'exécutif français, mais il s'est impliqué. Donc vous voulez évoquer une probable interférence entre l'exécutif et les judiciaires? Sur des questions notamment d'extradition, il faut qu'il y ait une collaboration des pouvoirs. Entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il y a une collaboration sur les lois notamment, ce qui fait que depuis la transition, si vous voyez bien, on a des propositions de loi qui sont initiées par les députés, mais qui sont votées. Aujourd'hui également, en termes d'acquis, ce sont les enquêtes parlementaires à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'opposition a le droit d'initier une enquête parlementaire sur un domaine spécifique. Ça, c'est un acquis de l'insurrection. Autre acquis de l'insurrection, on pourrait notamment parler du rapprochement des gouvernants vers les gouvernés, la redevabilité. Aujourd'hui, quand on dit que rien n'est fait, il y a un organe à la société civile qui a créé une plateforme pour suivre les 85 engagements du chef de l'État, Présimètre. Mais lorsque vous rentrez sur cette plateforme-là, qui est faite par la société civile, qui suit de près tous les engagements du chef de l'État, mais vous vous rendez compte qu'il y a un travail considérable qui est fait. Sur le diagramme, les parties réalisées sont matérialisées en couleur verte, les parties en cours de réalisation sont matérialisées en couleur jaune, et les parties non réalisées sont matérialisées en couleur rouge. Mais lorsque vous prenez ce diagramme-là, vous verrez que les parties non réalisées, c'est une infime partie. Malheureusement, on n'a pas le diagramme en face. Oui, malheureusement, on n'a pas le diagramme en face. Donc, je crois que tout le monde, même les téléspectateurs peuvent le consulter rapidement sur leur smartphone. On peut consulter ça. Le périmètre, ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est la société civile qui fait ce périmètre-là. Sur la question sécuritaire, aujourd'hui, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que la situation sécuritaire que vit le Burkina aujourd'hui trouve également ses sources dans l'insurrection populaire et dans la résistance au coup d'État de 2015. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des nostalgiques qui passent par tous les moyens pour reconquérir le pouvoir d'État. C'est pourquoi, malgré ces attaques répétées qui mettent à mal la question de l'économie du pays, les fonctionnaires sont payés et les bourses sont octroyées aux étudiants, aux élèves, le gouvernement a fait revenir la bourse
dans les lycées et collèges, pour nous, c'est des acquis considérables. Il faut travailler à encourager le gouvernement à aller dans ce sens. Dernier point, des acquis que je voudrais souligner, le professeur est là, il fait ses rapports, il attaque ces rapports qui inculpent des membres du gouvernement dans la gestion de leurs ministères, notamment la gestion financière. Depuis l'arrivée de ce régime au pouvoir, vous verrez qu'il y a au moins 2-3 camarades du MPP qui ont été déposés à la MACO parce qu'ils sont impliqués dans des affaires de corruption. Oui, professeur, avant de vous donner la parole, je dois préciser que le CFOP a été invité à ce débat et ils ont décliné notre invitation et donc vous pourrez constater qu'ils brillent par leur absence sur ce plateau. Vous, au moment de l'insurrection, vous avez dirigé le groupe des intellectuels insurgés. 4 ans après, est-ce que vos espoirs sur un Burkina nouveau, vous les voyez se dessiner? Disons que, comme on dit les uns les autres, il y a des acquis. Et on peut dire que l'insurrection d'octobre a été l'insurrection la plus démocratique du monde. Quand vous regardez les Burkinabés, après avoir fait l'insurrection, ils sortent, ils balaient et ils mettent en place une structure pour réfléchir à une charte. Ils ont refusé que la Constitution soit suspendue. Ils ont fait la charte, la société civile a réfléchi sur la charte pour l'adosser à la Constitution, etc. Et quand vous lisez la charte, vous voyez bien que les principes au départ n'étaient pas des principes haineux. C'est des principes de tolérance, etc., qui sont inscrits dans la charte. Donc, ce n'est pas une révolution que nous avons eu à faire. C'est une insurrection. Mais il faut que nous soyons objectifs. Parce que, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si nous ne faisons pas attention et que nous n'entrons pas dans l'objectivité, nous risquons fort de nous réveiller aussi avec la surprise. Il y a que les attentes étaient très fortes. Et ces attentes-là ne sont pas satisfaites. D'où le sentiment de déception qui existe dans la société. Et notamment en ce qui concerne la question de l'impunité. Parce que, ayant fait en sorte qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique qui aurait voulu qu'il y ait un changement de système, ce qui nous aurait amené à une révolution, on a un système qui est à mi-chemin. Et ce système à mi-chemin ne satisfait pas dans la mesure où il ne répond pas aux aspirations de la population, et notamment en termes de sanctions des actes de corruption, des actes d'indélicatesse. Parce que quand on regarde ce qui a été sanctionné, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'accélération du processus. C'est vrai qu'on a créé les pôles économico-financiers, mais ces pôles économico-financiers tardent à produire leurs effets pour accélérer la répression des actes. Et c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions, c'est parce que l'impunité est ressentie par les populations comme étant une faiblesse que l'incivisme monte en flèche. La même manière que cela s'était passé au temps de Blaise Compaoré, où les gens ont commencé à ne pas respecter la loi parce que ceux-là qui étaient au-dessus ne respectaient pas la loi. De la même manière, si on ne fait pas attention, les questions d'impunité vont nous amener dans des situations qui seront difficilement gérables. Et moi, c'est cette question-là qui est une question fondamentale, dans la mesure où, quand on parle de la question de la justice, quand on parle de la question de l'administration, quand on parle des enquêtes et des audits qui sont faits, quand cela est fait et qu'on donne à l'autorité hiérarchique ou à la justice, s'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce que les citoyens disent? Et j'ai lu ça dans le pays
il n'y a pas longtemps, et un truc pour dire que bon, ben, la SELC et tout, bon, il faut que vous démissionniez, que vous alliez vous dormir parce que vous ne servez à rien. Alors que, bon, il y a des cas, mais le partage des tâches fait que, ben, il faut que la SE travaille, que la justice travaille. Et tout ça, si ce n'est pas fait, ça donne l'impression au niveau de la population d'une inertie. On patine, sinon que l'on régresse. Oui, il y a aussi le fait, Bokeh, que au début de ce pouvoir, il y a un certain nombre d'engagements qu'on a pris, où on a gelé, par exemple, sur le point des lotissements, on a gelé un certain nombre d'opérations, mais aujourd'hui, on lève ces mêmes opérations sans donner suite à ce qui a conduit au blocage par la suite. Est-ce que vous comprenez cette décision politique? Écoutez, c'est Coluche qui disait « plus on pédale moins fort et moins on avance plus vite ». Une façon de dire qu'on donne l'impression, ce gouvernement-là donne l'impression de vouloir, d'avoir la volonté de faire des choses, mais dans la réalité des faits, je suis désolé, il y a beaucoup de dossiers qui peinent à avancer. Donc je pense que le gouvernement, c'est normal que mes camarades ici tirent la couverture à eux. Le bilan n'est que positif, il n'y a que des acquis. Mais la question n'était pas quels sont les acquis de l'insurrection. Ceux-là, on les connaît. Mais on parle maintenant de bonus, de bonne gouvernance. Est-ce que, quelque part, ce gouvernement n'est pas en train aussi de s'éloigner des espérances que l'esprit post-insurrectionnel a suscité. Et là, le fond de la question. Et dans la réalité, moi, je ne parle pas de question d'état de droit ou de liberté d'expression. Je parle de clientélisme. On dit que la justice est séparée de l'exécutif. Donc, ça sous-entend aussi que lorsque des décisions de justice qui vont dans le sens des intérêts des peuples, comme les fameux mandats d'arrêt internationaux sont prises, la diplomatie ne doit pas intervenir. Malheureusement, on a vu qu'il y a eu un balai diplomate qui allait jusqu'en Éburnie, là-bas, pour influencer les choses, pour finir par faire une espèce de faux rendu ou faux procès verbal, contre-signé, mal signé, barré, je ne sais pas quoi. On a bien compris que quelque part, cette décision-là, c'est le mandat d'arrêt que la justice burkinabé a bien fait de prendre, parce que c'était son rôle, eh bien, ont été combattus, je pense, très sincèrement, par certains du pouvoir en place. Alors, ce que nous disons, on ne peut pas avoir une politique de 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas faire 1 pas en avant et 2 pas en arrière. Sinon, à ce moment-là, effectivement, les populations ne comprennent pas. Et comme on disait tantôt, c'est la gouvernance par l'exemple. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être civiques, de respecter les lois, de respecter les feux tricolores, d'être transparent, etc., lorsque vous-même, vous ne l'êtes pas. Et que vous êtes régulièrement épinglé, que votre administration est régulièrement épinglée aussi dans des faits de clientélisme ou de corruption. Voilà, donc c'est ce que nous on dit. Même quand on parle d'enquête parlementaire, ces enquêtes parlementaires-là, elles ont été ciblées sur un certain nombre de gens et beaucoup ont été épargnés par ces enquêtes. Nous disons, est-ce que c'est parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils sont épargnés? Alors, lorsqu'on a une volonté politique de véritablement changer les choses, et on parlait d'esprit insurrectionnel, et de se mettre en phase avec l'esprit insurrectionnel, on prend des décisions courageuses, quitte à scier sa propre branche sur laquelle on est assis, il faut y aller, parce que c'est cela aussi le jeu de la transparence, le jeu de la démocratie vraie, il faut l'assumer. Oui, Bendi Ouba, on s'éloigne de l'esprit de l'insurrection par des décisions ou par un certain nombre de... Non, je pense que il faut dans ce pays-là qu'on apprenne à se faire confiance. Les choses ne sont pas ni noires, ni blanches. On ne peut pas fonctionner comme ça. Monsieur le président de la SE est là. Une enquête sérieuse, à votre niveau, elle met combien de temps? Vous pouvez la faire en 1 mois? Non. Ah, voilà, elle prend du temps. Un audit, il prend combien de temps? Du temps. Du temps. Alors, ça veut dire que si déjà à leur niveau, ils sont obligés de prendre du temps, la justice aussi est obligée de prendre du temps, parce que la justice n'avale pas totalement ce que la SE dit. Elle est obligée de faire aussi son instruction, son travail. L'agenda de la justice dans un état de droit ne peut pas être le même dans un état d'exception. Il faut qu'on convienne de ça, il faut qu'on soit d'accord. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, quand on dit qu'il y a des cas d'impunité, c'est lesquels? Citez-les. Citez les cas d'impunité dans ce gouvernement-là.
Qu'est-ce que le gouvernement... Est-ce qu'il y a un membre du gouvernement qui a fait quelque chose et puis il a été impuni? Il faut le citer. Parce que quand on parle comme ça, sans donner des exemples, moi, il y a un problème. Ensuite, moi, mon problème aujourd'hui, par exemple, vous prenez le problème des enquêtes parlementaires. Mais les enquêtes parlementaires, ce n'est pas les députés de la majorité seulement qui étaient dedans. Il y a des enquêtes parlementaires qui étaient dirigées par l'opposition. Donc c'est pour dire qu'elles ont été transparentes, elles ont une méthodologie. Une enquête parlementaire, ce n'est pas une enquête de gendarmerie. Il faut faire la part des choses. C'est une enquête parlementaire. Ce n'est pas un audit. Okay? Ça n'a pas vocation donc, de pièce donc, de justice en tant que Mais telle. c'est assorti des recommandations. Bien sûr que ça a sorti de recommandations. Et c'est pour ça que lorsqu'on estime que les enquêtes qui ont été faites méritent que le procureur soit au courant, on envoie ça sur le procureur. Le reste là, c'est la justice de faire son travail. C'est ça une enquête parlementaire. Donc elle n'a pas été biaisée. Je m'inscris en faux. Les enquêtes n'ont pas été biaisées. Il y a dans les enquêtes parlementaires des responsables du MPP qui sont impliqués dans ces enquêtes parlementaires-là. Il y en a. Donc, ça n'a pas été... Ensuite, on parle d'accélérer le processus. Je vais vous dire, je reviens toujours que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, pour faire un forage dans un village, il faut une loi. Ah oui, il faut une loi. Le gouvernement ne peut pas se lever comme ça pour aller faire un forage. Il faut qu'il ait les ressources. Mais les ressources, là, c'est l'Assemblée nationale qui les donne. Il faut une loi de finances, qui autorise l'État soit à prendre un prêt ou à signer une convention pour pouvoir faire cette réalisation. Mais est-ce que l'Assemblée nationale siège 24 heures sur 24? Voilà. Donc ça, c'est les impondérables de l'État de droit. C'est l'État de droit. Donc, pour aller négocier un financement, mais vous négociez le financement, mais l'Assemblée nationale doit donner son autorisation, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que les choses ne fonctionnent pas à la va-ta-vite, comme tu rentres dans ta case, tu enlèves l'argent qu'il faut pour aller acheter ton repas ou ton bouc. Non, il y a des procédures. C'est pour ça que les choses ne peuvent pas avancer comme si on était dans un état d'exception. Dans un état d'exception, on n'a pas de redevabilité. Vous voulez dire que le peuple est pressé? C'est normal, compte tenu de tout ce que le peuple a enduré. Vous savez qu'il y a des femmes qui faisaient 20 km pour chercher de l'eau. Comment ces gens-là... Mais la corvée zéro... Oui, comment ces gens-là ne vont pas être pressés? n'est pas vaincu. Oui, mais à la corvée zéro, on ne la résout pas en 2 ans. Je vous ai dit que pour avoir un forage, il faut une loi. OK? Mais il y a eu des promesses d'engagement et des réalisations du candidat Roch en son temps sur cette question de corvée zéro d'eau. Mais c'est réalisé. Le débat ne porte pas là-dessus, mais oui, c'est juste pour le rappeler. Oui, smoker des actions. Voilà. Ma réaction... Avant de donner la parole à Yaya. C'est toujours le même argumentaire. C'est comme je dis, nous ne sommes pas là pour critiquer. C'est vrai qu'on essaie d'exercer un contrôle citoyen. Et ce qui doit être dit doit être objectif. Et 3 ans, nous estimons, pour le dossier du putsch. Peut-être qu'on estime qu'on est pressé ou qu'il y a des procédures. Nous savons très bien qu'il y a des procédures. Mais si on calcule la moyenne, ça fait 3 ans pour le dossier du putsch, 3 ans pour le dossier de l'insurrection, 3 ans pour le dossier Sankara. Il n'y aura plus rien après. Pour le dossier Zongo, on a compris qu'il va falloir passer la relève à quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que la question de la justice. C'est dans plein de domaines. Quand on parlait d'insécurité, on nous ressort tout le temps que oui, il y a des implications des anciens du régime issus du coup d'État, etc. Bon, il y a des complicités. Nous, ce n'est pas notre problème de savoir qui attaque. Le problème, c'est pourquoi ceux qui attaquent là, pourquoi il n'y a pas une réplique ferme et déterminée de la part de ce gouvernement-là pour mettre en place un système de défense efficace. Ce n'est pas l'identité de l'agresseur, ce n'est pas qui tire les ficelles, c'est que ces gens-là rentrent comme ils veulent et comme dans du beurre. Et donc la question est là, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de mettre en place un système de défense et de sécurité quand on sait que même le budget de la défense a baissé
par rapport aux années d'avant. Ça veut dire qu'en situation d'insécurité, nous avons eu récemment un chiffre, vous aurez la parole. je ne me rappelle plus exactement, mais quand on analyse la courbe, le budget de la défense aujourd'hui, avec toutes les attaques que le pays subit, et il n'a pas progressé. Si on fait un comparatif avec des chiffres clairs, je reviendrai peut-être avec les chiffres, parce que j'avais eu accès à certains chiffres, je reviendrai avec les chiffres s'il le faut, pour montrer qu'effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie volonté de la part de ce gouvernement-là de répondre fermement aux besoins des populations, de sécurité, de lutte contre l'impunité, etc. Bon, parce qu'on me dit ici que non, il y a des gens du MPP qui sont impliqués dans les enquêtes parlementaires. Bon, ben écoutez, même ceux-là qui sont à la tête de ce gouvernement-là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas plusieurs parcelles. Est-ce qu'ils ont été audités ? Est-ce que le président du Faso a été audité? Est-ce que le Premier ministre a été audité? Enfin, ceux qui étaient là. Est-ce que M. Simon Kamparé, qui est aussi comptable des 27 ans de régime de Blaise, est-ce qu'il a été audité? Ça, nous ne savons pas. C'est pour ça qu'à la fin, on ne peut pas empêcher le citoyen de penser que c'est une politique de 2 poids 2 mesures, ce qui n'enlève en rien les choses positives que ce gouvernement-là a eu à mettre en place, et notamment conserver au moins cette liberté d'expression, cette possibilité pour les organisations, pour tout citoyen, de manifester son mécontentement. Ça, on peut dire que c'est un acquis, certes. Mais de l'autre côté, les questions économiques, les questions sécuritaires, les questions fondamentales, en fait, pour le citoyen burkinabé et le citoyen lambda, sont loin de la solution. Oui, réaction. Oui, M. Bendi a demandé qu'on donne des exemples. Je prends seulement l'exemple en ce qui concerne le lotissement, où la SELC a eu à faire l'audit des lotissements dans la ville de Ouagadougou, avec des recommandations qui ne relèvent pas de la justice, qui relèvent du pouvoir exécutif, par rapport à des réserves, par rapport à des parcelles qui ont été attribuées sans suivre les procédures normales. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces parcelles n'ont pas été retirées. Au contraire, on est dans une situation où on dit on va recommencer le lotissement sans avoir apuré le passif, alors qu'on avait mis en place une commission d'appurement du passif foncier. Pourquoi ne pas apurer le passif? Et la proposition que nous avions eu à faire, c'était de mettre en place un cadastre fiscal en demandant aux citoyens de venir déclarer leurs parcelles pour qu'au moins on ait... Il y a une informatisation. Voilà, une informatisation du fichier. Ça fait quoi? Depuis 2015 que cela a été fait. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de résultats. Et chaque fois, et vous pouvez le dire, j'interpelle le ministre de l'Urbanisme pour lui dire, parce que voilà ces maires-là qui avaient été embastillés, qui ont été libérés. Aujourd'hui, on ne parle même plus, on ne sait même plus quand est-ce que les jugements vont avoir lieu. C'est ça que je dis, c'est parce que ça donne une impression qu'il n'y a pas une sanction des actes déviants. Et si ça entre dans l'esprit des citoyens, vous ne pouvez pas dire, oui, nous faisons quelque chose, mais les citoyens, lui, il regarde, il est là, il l'attend. Il y a des gens qui ont 10 parcelles, lui, il n'a même pas de parcelle, il avait son nom, on a rayé, on a... En tout cas, si j'habite à Djikofé, bien sûr. Je ne pourrais jamais faire confiance. Ce sont des éléments, parce qu'il y a ce qui relève de la justice, mais il y a aussi ce qui relève du pouvoir exécutif. Et en ce moment, le pouvoir exécutif devrait agir plus promptement de mon point de vue. Oui. Yaya, vous permettez de dire que Yaya intervienne avant de pouvoir l'appuyer. Je reviens toujours sur les aspects de la justice. Tout à l'heure, Smoké disait qu'on a l'impression que le dossier du coup d'État, 3 ans. Le dossier de l'insurrection, 3 ans. Bon, heureusement qu'il a reconnu que le dossier du coup d'État... C'est des caricatures, mais vous dites que si ça doit prendre tout ce temps, oui, on en réalité, la mais il faut quand même essayer de comprendre qu'il y a des efforts qui sont faits également en la matière. D'abord, je voudrais préciser que le procès du coup d'État actuellement mobilise presque tous les acteurs de la justice burkinabé. La plupart des avocats qui sont impliqués dans les dossiers même de l'insurrection populaire sont également au procès du coup d'État. Ça, c'est un fait. Ensuite, il faut rappeler que le 27 avril 2017, le dossier
de l'insurrection populaire a été ouvert pour la première fois devant la Haute Cour de justice. C'est là qu'on s'est rendu compte que les enseignements que les professeurs nous donnaient dans les universités étaient réels. Parce qu'on avait des tests qui étaient malades pendant 27 ans et on a traîné avec ces tests-là. C'est quand le procès a été ouvert que toutes les exceptions ont été soulevées. Notamment l'exception portant sur le double degré de juridiction, l'exception portant sur la présence de la partie civile au procès, etc., etc. Alors que les premiers textes sur la Haute Cour de justice ont été adoptés en 1997. Mais c'est seulement en 2017, soit 20 années après, qu'on se rend compte que c'est un texte qui avait des lacunes. Le Conseil constitutionnel a été saisi et le Conseil constitutionnel a vraiment confirmé ces exceptions d'inconstitutionnalité. Parce que véritablement, chaque citoyen a droit à faire valoir sa cause devant une autre juridiction supérieure à la première juridiction. Ça, c'est un droit fondamental. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Lorsque le Conseil a rendu son verdict le 12 juin, automatiquement, le gouvernement a déposé sur le dossier de l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant l'ancienne loi sur la Haute Cour de justice. Et là, c'était seulement le 4 juillet 2017. C'est dire que le gouvernement également est dans l'intérêt que tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines, tous ceux qui ont été blessés par ces balles-là, puissent avoir justice devant, en tout cas suivant toutes les procédures de droit et qui respectent également l'état de droit. M. Bendi l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de précipiter des procès, des jugements, et après qui ne vont respecter aucune procédure. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, sur la commission d'appurement du passif. Je souscris entièrement ce que le professeur Ibilga vient de dire. Mais je crois que la commission, c'est une vérité que je sais, et il faut que je la dise également, la commission est toujours en train de travailler. La commission d'appurement du passif. Le Conseil des ministres a levé la suspension dans les autres... Partielle. Voilà, c'est une suspension, une levée partielle. Sauf les communes à statut particulier de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Parce que c'est là véritablement qu'il y a des litiges. Pendant ce temps, dans d'autres provinces, les gens ont besoin de lotissement pour pouvoir construire leurs maisons. On ne peut pas les empêcher à cause des seules villes à statut particulier de Ouagadougou et de Bobo et les empêcher de faire leur lotissement. Donc il fallait véritablement réfléchir à comment trouver la mesure. Concernant également les recommandations qui ont été faites par l'AICE, moi, j'ai travaillé sur un dossier où la plupart de ces recommandations, en tout cas pour la majorité, ont été prises en compte. Notamment, la prise en compte de la société civile dans les commissions d'attribution des parcelles. Pour nous, c'est un effort considérable. Parce qu'en réalité, ces nouvelles dispositions-là, si elles venaient à être adoptées, vont décharger les maires de tous les pouvoirs qu'ils avaient afin d'attribuer les parcelles à qui le voulait. Pour nous, c'est vraiment c'est un acquis qui est en train d'arriver aussi. Mais comme Bendi l'a dit tout à l'heure, tout ne peut pas être rapidement, tout ne peut pas se faire à la va-vite. Oui. Il faut prendre du temps. Oui, Bendi Ouba, avant qu'on passe à la dernière question. Oui, c'est pour dire, c'est-à-dire lorsque on affirme des choses, je pense que c'est important qu'on soit dans une logique factuelle. Il faut des faits. Voilà. Je pense que Kalambiri a répondu à la question, à savoir que le ministre, il y a 3 jours, le ministre de l'Urbanisme a dit ce qu'il y avait. Il a dit, bon, on avait mis en place une commission pour 3 mois. Mais vu l'ampleur du travail, elle est allée à 6 mois. Elle a tiré des conclusions. Et les problèmes qui sont soulevés, c'est 95% des problèmes là, c'est Ouaga et Bobo. Et il a bien dit, il a bien précisé que tout ce qui concerne les manquements liés aux réserves, etc., sont des problèmes résolus par une commission indépendante au niveau des différentes villes. Donc c'est pour dire qu'il y a eu un processus, c'est arrivé à quelque chose. Bon, quand on vous dit, on parle de parcelles ou du moins, est-ce qu'on a audité le président Rocabore, est-ce qu'on a audité Simon Compaoré? Mais ils ont déposé l'état de leurs biens. Voilà. Oui, c'est vrai que dans la gouvernance, 4 ans après... Bah, ça, non, il faut qu'on te fasse confiance. Lui maintenant, il peut dire que c'est exact ou pas. Il peut contester. Mais il a été déposé. Maintenant, s'il y a dedans, ils ont 1000 parcelles, lui, il peut nous dire. Ou bien. Et voilà.
Je dois préciser que le professeur Ibriga est là en tant que sur ce plateau. Moi, donc je parle, je dis que il a le devoir de réserve sur un certain nombre je dis que d'aspects qu'il ne peut pas j'enlève dévoiler. son étiquette, mais je m'adresse au président de la SCE. Et je dis que si le président de la SCE peut sortir le nombre de parcelles ou que M. Simon a comparé, ou bien le président Rochemar Christian, mais il n'a qu'à sortir. Voilà. Sur la question du budget de la défense. Le budget de la défense. Non, nous avons eu même au niveau de l'Assemblée nationale une session extraordinaire sur le budget de la défense. Et nous sommes aujourd'hui en session de budget. Oui, la loi de finances. La loi de finances, nous sommes en train d'examiner la loi de finances pour justement augmenter le budget de la défense, qui était déjà augmenté, non. Mais qui était plus bas que celui des je regrette, non. Ah, j'ai vu les comparatifs. Non, mais moi, je suis député, là. On amènera les chiffres ici. Je suis député à l'Assemblée nationale. D'accord. Je parle de ce que je connais. Oui, donc on nous signale qu'on est à 1 heure du débat et ce débat était prévu pour 1 heure. On va peut-être aller rapidement. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'attentes et il y a peut-être pas beaucoup de satisfaction. Même si le pouvoir s'attelle à nous dire que nous sommes pressés de voir un peu la suite. Mais comment on peut, de cet esprit d'insurrection, faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas de ce qui a conduit les gens dans la rue les 30 et 31 octobre pour que le peuple burkinabé puisse toujours continuer à être ce peuple intègre. Professeur Ibriga. Vous me permettez de... Oui. Non, vous savez, aujourd'hui, notre gros problème, c'est qu'il faut préserver les acquis de notre insurrection. Or, ce qui est en train de se faire dans notre pays va nous amener à une autre insurrection. À une insurrection de survie. Parce que tant qu'on va continuer à tuer les gens à gauche, à droite, vous croyez qu'on va rester comme ça, immobile, en attendant qu'on tue les gens? Non. Nous savons quelles sont les personnes qui sont derrière. On ne peut pas ne pas parler de ça. Parce que ces gens, ce qu'on tue, c'est ce qui est en train de se faire, c'est pour bloquer l'État. Déjà les classes à Gaïri, dans la Komandiari, dans le nord, à Machakwari, il y a plein d'endroits où les gens il n'y a pas d'entrée scolaire. Mais est-ce que notre État va continuer comme ça? Est-ce que nous allons permettre à des individus... C'est vous qui gérez le pouvoir d'État. Nous, on non, attend de voir... Non, je suis en train de parler. On parle de l'insurrection. On parle de l'insurrection. C'est des acquis de l'insurrection. Parce que les gens veulent détruire l'État de droit, l'État, la démocratie. Or, c'est ce que l'insurrection a apporté. Non, mais cette virgule vers l'insécurité, on attend de voir comment ce pouvoir peut nous rassurer davantage qu'on a peut-être la chance d'être au Burkina et de pouvoir vivre en paix et dans la tranquillité. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, professeur Ibriga. Moi, je pense que la préservation des acquis de l'insurrection suppose que nous ayons une haute exigence de bonne gouvernance et que cette exigence de bonne gouvernance soit ressentie au niveau de la population comme étant une façon de gérer le bien public. Parce qu'aujourd'hui, tout le problème que nous avons avec la question de l'insécurité, c'est un problème de mobilisation sociale. Il faut une mobilisation sociale. Et cette mobilisation sociale suppose que nous considérions que la patrie burkinabé est la nôtre et que l'on puisse se mettre tous ensemble pour la défendre. Parce que ce n'est pas une question d'argent pour donner aux forces de défense et de sécurité. Je ne dis pas que l'argent ne joue pas. Mais c'est le fait que ces personnes qui nous attaquent sentent que ce peuple-là est mobilisé et prêt à défendre sa patrie. Et cette mobilisation sociale suppose qu'il y ait un lien entre le peuple et ses gouvernants. Et si ce lien-là n'existe pas entre ce peuple et ses gouvernants, le message qui va être donné ne sera pas suivi. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut aujourd'hui que le chef de l'État prenne de la hauteur par rapport à la situation actuelle, fasse une consultation de l'ensemble des forces vives de la nation sur la question de la sécurité. Il reçoit tout le monde pour que chacun donne son point de vue.
Ensuite, il s'adresse à la nation pour mobiliser l'ensemble du peuple burkinabé derrière lui, pour qu'on puisse faire face à cela. Mais si les citoyens ne sentent pas cette proximité avec leurs gouvernants, il est certain que la mobilisation va être difficile. On va avoir des petites manifestations à gauche, à droite, mais on ne sent pas cette fibre patriotique-là vibrer dans la nation qui ferait en sorte que les gens, que ce soit de la majorité, de l'opposition, etc., puissent ensemble aller voir nos populations. Parce qu'aujourd'hui, on ne sent pas, ces populations-là ne sentent pas de solidarité nationale. Que ce soit la population du Nord ou de l'Est, ils ne sentent pas de solidarité nationale. Il y a des initiatives qui ont été prises dans ce sens, mais les gens sont toujours dans certains agendas partisans et ils oublient que c'est parce que le Burkina Faso, la patrie existe, que les compétitions vont pouvoir exister. Donc, véritablement, ce que l'insurrection a pu montrer d'un peuple soudé, capable de faire, c'est ça que nous devons recréer par la mobilisation sociale. Oui, Yaya. Je suis entièrement d'accord avec le professeur. Aujourd'hui, on a l'impression que les acteurs premiers qui ont conduit le peuple à l'insurrection sont divisés. Aujourd'hui, le CEFOP, bien avant de briller par son absence à cette émission, ne participe plus aux journées de commémoration de l'insurrection populaire. Pour nous, c'est lié à des questions éminemment politiques. Le CEFOP a tenu une conférence de presse aujourd'hui notamment, où ils ont dit que pour eux, l'heure n'est pas à la commémoration, mais à la réflexion. Quand on fait une manifestation et qu'il y a des morts, avant de réfléchir, il faut leur rendre hommage. Pour nous, c'est très important. Pour nous, la trajectoire que nous sommes en train de prendre va fragiliser davantage notre État. Que nous avons essayé de reconstruire ou de construire, c'est selon, par le sang des fils et des filles de ce pays-là. Pour moi, il faut qu'il y ait un sursaut national. Partout ailleurs, lorsque les pays ont été attaqués, les filles et les fils se sont levés comme un seul homme pour mettre fin aux attaques extérieures. Au Burkina, on l'a réussi pendant l'insurrection, pendant la résistance au coup d'État, mais aujourd'hui, les gens sont liés par les compétitions électorales, comme le professeur a dit, de 2020, à telle enseigne qu'on se dit que c'est la question du régime, alors que c'est la question de chacun des Burkinabés. Nos soldats qui meurent au front, ils ne sont pas de connivence avec le MPP. Ils défendent la patrie. Nous devons, nous, civils, les soutenir dans cette quête-là de défense de la patrie. On n'a qu'un seul pays, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, lorsque c'était encore la Haute-Volta, avait été divisé en 3 pays. Nos grands-parents se sont battus pour qu'il y ait la reconstitution. Aujourd'hui, qu'on soit de la majorité, de l'opposition ou de la société civile, nous devons travailler à conserver les acquis de ces aïeux-là. Sinon, nous aurons trahi leur mémoire. Nous aurons trahi notre destinée de la relève de ce pays. Oui, Smokey. Oui, M. Karambiri, je vous rassure, nous en tout cas, nous serons présents demain à la cérémonie de commémoration. Ceci étant dit, il faut effectivement, parce que le problème, 27 ans de régime et de dictature de Blaise Compaoré a gangréné tous les pans de la société, tant et si bien que ce n'est pas uniquement le gouvernement, ce n'est pas parce qu'on prend quelques acteurs de la société civile, on met un gouvernement, y compris même des anciens du système Compaoré, ce qui paraît vraiment sincèrement bizarre. Et on pense que non, ça y est, on a une équipe qui va travailler pour le bonheur des citoyens burkinabés. On n'a pas réformé l'armée, on n'a pas réformé la justice, on n'a pas réformé la plupart des systèmes qui existent. Et donc, du coup, on se retrouve effectivement avec des problèmes partout. Et les mêmes gars qui sont là depuis 27 ans, aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas un coup de baguette magique. On demande simplement au gouvernement, vous dites que vous voulez qu'on vous fasse confiance. D'abord, M. Ouba dit même
que nous savons qui est derrière. Mais si vous savez qui est derrière, raison de plus, allez les chercher. Là, le peuple sera rassuré qu'effectivement, vous avez pris des dispositions. Si vous savez, nous ne savons pas qui c'est. Mais ce n'est pas ceci qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le territoire soit bien défendu. Il faut nous donner des gages de confiance. Il faut démontrer quelque part, par des résultats, comme disait le professeur Le Corot, que les résultats sur le terrain sont là palpables pour restaurer cette fameuse autorité d'État et cette confiance-là avec les populations, de sorte qu'elles puissent, elles aussi, s'impliquer dans cette relation patriote de bon aloi. Voilà, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Concrètement, sur le terrain, c'est un peu la désolation partout. Et comme vous l'avez si bien imagé, des écoles qui ferment, des enseignants qui fuient le terrain, une armée qui parfois ne parle pas le même langage entre les officiers, les soldats et les sous-officiers. Bon, des problèmes de matériel. C'est vrai, il y a des problèmes de matériel dans l'armée, des armes qui s'enrayent, etc. Bon, on a l'impression que finalement, pour paraphraser quelqu'un, que le temps des vacances du gouvernement continue après les vacances. Donc, c'est un peu cela. Et nous, on est dans notre rôle en tant que citoyens d'essayer d'analyser objectivement, je le dis, parce que nous ne faisons pas de la politique, en tout cas politicienne. Si vos amis du CFOP vous dites que c'est des calculs politiques, en tout cas, nous, comme nous n'avons pas la prétention de vous piquer votre place, nous avons le droit en même temps de critiquer votre gouvernance et de faire en sorte qu'elle soit proche des besoins des populations. Oui. On termine avec vous, Wendy Oba. Je suis d'accord avec vous. L'intérêt, ou du moins, aujourd'hui, la démocratie, il y a 3 éléments qui constituent la vie démocratique. Il y a le pouvoir et il y a les contre-pouvoirs, parmi lesquels il y a la société civile, il y a les médias. Et c'est une chance que le Burkina a ça. Et c'est vivant, comme il vient de le dire. Mais nous avons le droit de communiquer. Quand on parle du problème de la sécurité, vous savez, la guerre à laquelle nous faisons face, ce n'est pas une guerre classique, tout le monde le sait. Ce n'est pas une histoire de chars qu'il faut mettre sur la voie. Ce n'est pas une histoire de militaires seulement, qui vont aller dans un endroit où eux, on les voit et eux, ils ne voient pas les autres. Donc, c'est toute une préparation, c'est toute une formation qu'il faut faire. Et nous n'étions pas préparés à ça. Notre armée n'était pas préparée à ça. Le RSP dont on parle là, le RSP était formé pour sécuriser Blaise Compaoré et non pas la population burkinabé. Ils ont été formés pour la sécurité de Blaise Compaoré. Ils n'ont pas été formés pour la lutte contre le djihadisme. Il faut que les gens le sachent. Et que l'armée, il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait pas. Donc, il faut remettre les armes. Il faut former des gens à la lutte contre les djihadistes. Ça prend du temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultats sur le terrain. Vous savez, c'est un combat où on ne parle pas. C'est un combat où on ne parle pas. Mais il y a des résultats. Ça, on peut vous le dire. Il y a des résultats. Sinon, notre pays ne serait pas comme ça. Donc, franchement, on ne peut pas dire comme ça. Donc, par contre, ce que je suis d'accord avec Luc Ebrika, c'est-à-dire que peut-être la population a besoin de savoir, a besoin qu'on... D'être rassuré. Oui, ça c'est normal. Ça c'est normal. Moi, je suis de l'Est. Hein? Nous avons fait une mission au niveau des députés, au niveau de l'Est, pour rassurer les forces de défense et de sécurité, pour rassurer les populations. Ça a été une bonne démarche, mais effectivement, nous devons continuer. Et c'est dommage qu'il y ait des Burkinabés qui tuent des Burkinabés. Qu'il y ait des Burkinabés qu'on instrumentalise pour tuer d'autres Burkinabés. Et des gens qui disent qu'ils aiment leur pays. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que je dis, si les gens continuent dans ce sens, parce qu'il nous a été dit que vous avez pris le pouvoir, mais vous n'allez pas pouvoir le diriger. Oui, mais c'est ce que Serge Bambara le dit. Le citoyen lambda n'a cure de savoir. Mais le citoyen lambda doit savoir. Le citoyen lambda doit savoir. À qui il a fait confiance dans les urnes. Oui, le citoyen lambda doit savoir. Le citoyen lambda doit savoir que avant l'arrivée de Rochma Christian Kaboré au Burkina Faso, il n'y avait pas d'attaque djihadiste. Si après il y a des attaques, c'est qu'il y a quelque chose.
Bendi Oba, on va organiser un autre débat sur la Voilà. sécurité. Ok. On vous invitera vous certainement en prie. pour venir davantage préciser votre idée. D'accord, Merci d'être venu. Je vous en prie. Était également là pour ce débat Luc Marius Ibriga, contrôleur général. Il était insurgé à l'époque, en 2014. Serge Bambara Smoké, représentant le Balai citoyen, était avec nous. Et Yaya Karambiri est chargé de mission auprès du haut représentant du président du Faso. Il était également là. Donc, merci à tous les quatre d'être venus pour ce débat. Okay. Merci aux téléspectateurs et à la prochaine pour d'autres sujets. Au revoir. Ce jeudi 1er novembre, Santé Mag fait la part belle à une des maladies de